Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Cette année, on est de retour avec un nouveau décor et les mêmes panélistes. Je me présente Pierre Turcotte, qui va être votre animateur toute la saison. Et avec moi, un panéliste connu pour les habitudes de l'émission et aussi un éditorialiste et journaliste chevronné au Nouvel Hebdo de Dolbeau-Mistassini, M. Jules Simard. Bonjour, salut, ça va bien, oui? Ça va bien, toi? Ah oui, un bon retour de vacances? Oui. Ben moi, je suis jamais en vacances, là, mais tu peux te passer des belles vacances? Oui, ben on a eu quand même un été qui nous a amené son lot de pluie cet été, mais il reste qu'on est quand même capable de passer des vacances dans les journées que l'on a à prendre. Moi, je me suis baigné dans le lac Saint-Jean du 20 juin au 6 septembre. À tous les jours? Non, pas tous les jours, mais quand même. Je trouve que j'en ai profité. Ça fait une bonne saison. Ouais. Bon, et es-tu prêt à te relancer dans l'actualité avec moi cette année? On y va. On est... avec les nouveaux décors. Ben oui. On est dans l'amélioration continue. Oui, on essaye. On voulait quoi qui pète, là, qui nous mettait avec l'actualité. C'est de toutes les couleurs. Bon, sur ce mauvais jeu de mots. On va se lancer, on va parler des élections fédérales 2015, Jules. Les élections, bon, ça fait déjà au-dessus d'un mois, la plus longue campagne électorale depuis toujours, je pense. 10 quelques jours. Oui, ça n'a comme, aucun sens, mais ça, c'est une opinion personnelle. Je veux savoir, comment tu trouves la campagne depuis le début, là, globalement, puis c'est quoi les principaux enjeux, selon toi, de cette campagne-là? Après ça, on va passer partie par partie pour voir... Qu'est-ce qu'on en pense? C'est la première fois qu'on est dans des élections à date fixe. Ouais. Hein? On savait qu'il était prévu qu'on aurait des élections en octobre. On le sait, on est en début de campagne électorale depuis janvier, si même moi. OK? Bon, en ayant cela, à partir du tout début de cette année, je pense qu'il fallait qu'à un moment donné, ça accouche effectivement dans le cadre d'une campagne clairement avancée. Bon, 70 jours, c'est la première fois qu'on a aussi à le vivre, mais c'est un 70 jours qui permet, tu sais, je veux dire, sur la question de la longueur, moi je me dis, bon, mais que ça dure 32 ou 70 jours, l'important c'est qu'on puisse être en mesure de profiter de la période dite électorale pour mettre de l'avant des débats à caractère social, politique et économique, mais qu'on soit capable de les mettre dans ces débats-là pour pouvoir avoir les idées et le faire. Mais t'as pas l'impression que c'est le contraire qui se passe? La campagne est super longue, on a très peu de débats, on va avoir 2 débats là, entre les politiciens, presque pas d'infos, beaucoup d'attaques, on entend beaucoup, là, ceux-là font ça pas correct, ceux-là font ça pas correct, nous on est le changement par exemple, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous nous proposez? Je trouve que y a pas... On y va, on a fait les annonces sur un rythme aussi lent que la campagne est longue. Ouais. OK? Prends comme bon, le NPD fait valoir cette semaine son cadre financier. Mm-hmm. Écoute, on est rendu quasiment à la fin de la campagne électorale. Ben, il manque encore des candidats. Exact. En plus, il en manque dans certains comtés. Ça permet de faire en sorte que peut-être que le débat qui habituellement se tient assez regroupé, se fait peut-être de façon un petit peu plus virulente parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de pouvoir tout exposer. Le fait qu'on ait du temps pour exposer les éléments de notre programme, ça nous donne l'impression qu'effectivement, le débat ne se fait pas, mais il se fait quand même parce que quand on annonce, quand le NPD va annoncer son cadre financier, qu'on le veuille ou non, oui, on va peut-être attendre, on s'attend à ce que les conservateurs disent que ça n'a pas de bon sens, que les libéraux disent que ça n'a pas de bon sens. Au-delà de cela, il y a quand même un débat qui fait en sorte que les gens, chez eux, dans leur milieu, se disent, tu vois, gars, ils proposent ça, peu importe, que le débat se fait quand même, je pense, moi, au niveau des gens, et qui se disent, ça a du bon sens, ou ça n'a pas de bon sens, ou il se fait lui-même, indépendamment des répliques des autres candidats. OK, et des autre partis. Tu n'as pas l'impression que c'est plus formaté, on a moins accès aux politiciens, c'est des points de presse, il y a moins de
même au niveau des conservateurs, entre autres, Sylvain Larpart parle beaucoup, mais on voit pas beaucoup les autres. Ça, c'est un élément stratégique. Hein? Ouais. C'est plus de la stratégie. On avait décidé de faire une campagne électorale au niveau du Parti conservateur en misant sur Stephen Harper, point. Ouais. Okay? Je veux dire, les autres sont des gens qui sont dans... Mais il a perdu aussi des gros joueurs là, dans la dernière année. Oui, un. Puis deux, OK, lui-même, il a été fort probablement peut-être mal conseillé sur certains éléments de l'actualité qui sont venus dans la campagne électorale et qui nous amènent à penser qu'on dit, tu sais, les politiciens font des erreurs. Oui, mais il y a des erreurs, il y a des réponses aussi à des enjeux qui viennent de par c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je trouvais qu'on avait beaucoup formaté le débat dans des annonces, des discours, déjà où on dit tout la même affaire de toute façon, mais c'est l'actualité qui s'est invitée. Qui s'est invitée et c'est là où on sort un peu là, de la langue de bois des politiciens. On est dans l'obligation et ça fait en sorte qu'il y a une forme, entre guillemets, de vulnérabilité aux politiciens qui se doivent de répondre à ces éléments d'actualité-là. Quand tu es au pouvoir et tu n'es pas dans une campagne électorale, oui, tu vas répondre de telle façon. Et là, oui, tu vas avoir un débat qui va se faire. Mais là, le débat, il se fait en disant « Ouais, mais c'est ça qu'on va faire. » Et non pas ce que l'on fait. OK? Et ça a toute une différence, même au niveau de l'opinion publique, qui le regarde et qui l'observe et le commente en tenant compte effectivement de cette particularité-là. Ouais. Dans la campagne, c'est sûr qu'on aurait pu s'attendre. Il faut aussi tenir compte du fait que, écoute, mois d'août, là, hein? On a eu un beau mois d'août en passant. Ouais. Et pourquoi qu'on a eu un beau mois d'août? Parce qu'on ne s'est pas occupé de la campagne électorale. Elle était très difficile pour les politiciens d'intéresser les gens à ce débat-là, alors qu'on dirait qu'il y a des périodes où est-ce qu'on prend-tu des vacances de la politique en août? Peut-être. Mais est-ce que c'est pas une stratégie aussi électorale? Parce que quand tu pars ta campagne l'été, on sait qui va voter le plus et pour qui ces gens-là votent. Donc, et on le voit d'ailleurs dans les débats, là, on parle très peu de culture, très peu d'éducation, on parle encore juste de la sacro-sainte économie, comme si la culture c'était pas une économie, etc. On abandonne une partie de l'électorat, j'ai l'impression. Ou en fait, on se dit qu'il n'est pas intéressé à venir nous voir pour l'instant. Il faudrait peut-être l'intéresser. Exactement. Hein? Moi, ce que je pense, OK, qu'on le veuille ou non, là, je pense que les deux ou trois dernières semaines de la campagne électorale vont se jouer là. Oui. OK? On va avoir eu tout un débat antérieur qui n'a pas levé, comme on le souligne, mais ça va être dans les trois ou quatre dernières. Où là, les gens vont se dire, bon, faudrait bien qu'on s'en occupe un peu, là. C'est quoi qui dit, hein? Ouais. Peut-être qu'il l'a dit au tout début de la campagne, mais là, il faudrait peut-être qu'il la répète. Moi, je pense que ce que je pense, c'est que les 3 dernières semaines vont être assez... J'espère. Parce que moi, là, en tant que professeur en sciences politiques, j'essaie beaucoup d'intéresser ou d'enlever le cynisme auprès des jeunes envers la politique. Mais moi, te dire que des fois, c'est difficile, ça aide pas tout le temps. Le débat aussi, même le débat social général, il n'est pas très engagé sur des problématiques ou des avancées sociaux qui sont... hier soir, je prenais au téléjournal, on vient de faire un peu la répartition de la richesse. Je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle ailleurs, mais on le regarde avec l'aspect de cette répartition-là de la richesse où on se rend compte que des instances internationales qui sont appelées à analyser les diverses politiques dans l'ensemble des pays. Et nous, ce qui a déjà fait notre renommée, ça a été quand même un bon système au niveau de l'assurance-emploi, maintenant qu'on appelle l'assurance-emploi. Tu savais ça que moi, j'étais rendu dans les derniers à avoir une politique sociale type assurance-chômage parmi les moins performantes ou intéressantes au niveau mondial, au niveau des pays industrialisés. Il paraît qu'on serait les pires que nous seraient juste les États-Unis.
Écoute, on s'en va vers ça. Là, écoute, les pays européens sont beaucoup plus à l'avant-gardiste de la politique sociale que nous, maintenant, on l'est. Puis on l'a déjà été. Oui, sauf que ça fait 10 ans qu'on a un gouvernement qui est vraiment loin de... C'est ça. Mais ça, là, je ne sais pas jusqu'à quel point ce genre d'informations-là, qui proviennent encore une fois, de l'actualité dans la campagne électorale, ne pourrait pas justement être propice à amener véritablement de bons débats. Est-ce qu'on veut continuer d'être ça? Tu sais, il y a un autre débat qui se fait peut-être davantage sur l'ensemble de l'idéologie des partis en présence, et puis qui entre, mais par une information qui vient à l'extérieur. C'est tout cet aspect où on se dit, on ne se reconnaît plus, que l'on soit Canadien ou Québécois, on ne se reconnaît plus dans la politique conservatrice de ce gouvernement. Il y a des actions qui se prennent qui ne sont, on dirait, qui ne sont pas identitaires à ce que nous sommes. Oui. Et ça, là, ça sort... Peut-être qu'on va les voir dans les sondages sur les intentions de vote, peut-être qu'on va voir cela, mais ça sort beaucoup plus que le discours officiel, que ce soit des partis ou des candidats en vrai. C'est l'usure, en fait, de cette idéologie-là qui est mise en place depuis une dizaine d'années. C'est certain qu'à un moment donné, tu dis, bon, il y a des choses qui se défendent, mais il y a des choses qui ont été difficilement défendables. Qu'on le veuille ou non, la politique de ce gouvernement-là au niveau environnemental, prenons juste cet élément-là, c'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité. Et non seulement ça ne fait pas l'unanimité, mais là, actuellement, tu aurais peut-être, d'après ce qu'on pourrait voir, une partie majoritaire de la population qui serait un peu contre cette politique. Et là, on se dit quoi, là? Pourquoi c'est qu'on est élu, puis ça, pourquoi on est élu? Alors, je pense que ça, ces phénomènes-là vont peut-être jouer davantage que les discours officiels lorsque va être le temps de mettre un X de la part des gens. Oui, parce que, en tout cas, tu sais, cette belle idéologie là, économique où on dit la mondialisation, c'est important, puis il faut être sur tous les marchés. OK, mais j'ai l'impression que l'état des faits nous prouve que ça ne marche pas. Écoute, que ce soit en Chine, au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Canada, tout le monde est en récession, tout le monde a de la misère à arriver, puis on continue à appliquer ce modèle-là sans se poser des questions. Peut-être qu'on est rendu à un moment où peut-être penser les choses autrement, non? Oui, ça m'amène à me poser aussi la question suivante, moi. On vote pour ou on vote contre, habituellement. OK? Oui. Est-ce qu'on n'en serait pas rendu à annuler son vote pour faire un message? Je sais bien que quand on dit ça, on dit quand tu annules ton vote, tu votes pour le parti ou le candidat au pouvoir. Mais plus tu vas voir ce qu'on t'amène comme solution, ce qu'on te propose comme projet, on dirait que ça plaît plus ou moins à l'électorat qui veut essayer de s'y intéresser. Alors, peut-être que le meilleur message qu'on peut envoyer, puis là, je ne peux pas prendre mon discours comme étant une invitation à s'abstenir ou à annuler son vote, mais pas en s'abstenir. À s'abstenir, ça, je pense qu'on ne doit jamais le faire. Point. Je pense qu'il faut aller voter. Il faut aller voter, mais si je vote en annulant, comme on dit, ou en disant ça ne m'intéresse pas ce que vous me proposez, c'est une façon de s'exprimer. Et on n'en est pas rendu là, non. Mais ça pourrait peut-être tenir compte dans nos statistiques quand on fait de l'analyse électorale. Il devrait peut-être se regarder c'est quoi la propension du vote qui est considéré comme étant annulé, et peut-être qu'il y a des messages. Il n'y a peut-être pas juste des erreurs dans le vote annulé. Mais clairement, s'il y a 30% des gens qui ne vont pas voter, on se dit ça ne les intéresse pas. Mais s'il y a 30% des gens qui se déplacent et qui annulent leur vote sur place... Là, ça va commencer à être significatif. Tu comprends? C'est ça que je me dis. On n'en est fort probablement pas rendu là dans notre démocratie, parce qu'habituellement, on vote pour ou on vote contre. OK? Et plus particulièrement en élection, tu vas avoir tendance à dire je vote pour tel parti ou tel candidat. Ou contre ceux-là. Quand je vote contre, c'est ça, je vais voter pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis qu'il reste peut-être une alternative au cynisme, entre guillemets, des gens par rapport à la politique et par rapport, entre autres, aux campagnes électorales. Est-ce que ce cynisme-là pourra pas, à un moment donné, ou
ne se retrouveraient pas dans les votes annulés, peut-être. Passons les partis tranquillement. Stephen Harper et le Parti conservateur, est-ce qu'on peut parler d'usure du pouvoir? Parce que là, on voit les sondages. Oui. Bon, on peut s'y fier, pas s'y fier, mais on sent que ça bat de l'aile, que c'est difficile. Beaucoup de gros départs, un message qui passe de moins en moins. Même les radicaux du parti reprochent au parti peut-être de se centrer pour aller chez aux électeurs et le contraire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce à quoi on assiste, habituellement les conservateurs, c'est qu'est-ce que l'État doit faire de moins pour que tu puisses être en mesure d'avoir théoriquement plus de liberté individuelle. OK? Ouais. Ça, c'est synthétiser l'idéologie du Parti conservateur. Alors, plus tu travailles à faire en sorte que l'État se retire de certaines choses, plus ton travail, toi, ça veut dire quoi? Pourquoi je te lis? Pourquoi je te mets là pour me faire avancer, même me faire reculer? Alors, je pense que ça se perçoit. Ouais. Et ça se perçoit de plus en plus dans l'électorat. Et c'est pour ça qu'il y a de la difficulté. Le discours global qui est amené par Stephen Harper, bon, ben, on se retire de là-dedans. Là. Regarde, je vais donner un exemple. Dans le dossier des réfugiés qu'on vit actuellement, okay, il dit quoi? Fondamentalement, là, si on veut essayer de... Il dit, écoute, bon, on fait déjà quelque chose de nous. On se bat pour eux autres, là. On nous envoie des bombes, des fois, de temps en temps, sur la tête, pour pouvoir être en mesure de régler le problème. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait les aider humainement. Je ne vois pas pourquoi ça les aide. Ben oui, puis, le discours, c'est vraiment un discours là-dessus conservateur. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que l'État se retire d'une problématique où il devrait théoriquement s'en occuper? Alors, je pense que c'est cet élément de leur discours qui leur nuit et qui fait en sorte que les gens disent il n'y a même pas, il n'y a pas d'apathie à l'endroit de personne. C'est pas tout à fait vrai, fort probablement, parce que là, Stephen Harper est quand même une personne humaine aussi. Et l'empathie, c'est une... Mais... Son discours nous amène à le percevoir comme ça. Et c'est ça qui leur fait peut-être un peu plus. Oui. Ben, puis les partisans, là, les purs et durs, là, qui sont rendus, qui font de l'intimidation auprès des journalistes et qui lancent des phrases que je ne répéterai pas, des fois, ça va loin, là. Je trouve que ça l'aide clairement pas le parti, les extrémistes, mais l'extrême, ça nuit tout le temps, de toute façon. Oui, c'est ça. Ou encore, ça amène pas nécessairement des sympathisants. Oui, okay. Non, ben non. On ne veut pas être associé à ces gens-là qui disent des fois des grossièretés un peu. Même si parfois, on peut peut-être le penser. Ah, ben là, ça c'est pour toi. Non. OK, mais ce que je l'amène, c'est que l'idée qui est avancée par l'extrémiste peut peut-être être partagée par toi, mais toi, tu ne l'exprimerais pas, ouais. OK, justement pour ne pas être... Mais par contre, l'idée peut être sympathique. Et ça, je pense, je le regarde en disant, je connais des gens qui voteront pas pour peut-être les conservateurs à cette élection-ci. Puis par contre, ils vont partager très bien l'idée de ne pas être très réceptifs à l'endroit de personnes qui ont pratiqué telle religion. Ou des... OK? Donc, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on ne le fera pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le partage pas. Oui, c'est vrai. C'est ça, je ne veux pas dire que... Non. Thomas Merkur et le NPD qui semble dans les sondages au départ avoir eu vraiment le vent dans les voiles, mais quand tu pars fort, tu as tout à perdre. Oui, c'est ça. Et puis, là, je commence à entendre beaucoup de critiques, mais qui viennent de la gauche, très gauche, qui commencent à critiquer le parti. Ça me fait rire parce qu'il fait toujours quand même si on s'entend que c'est centre-gauche, plus à gauche que les autres partis. Oui. T'en penses quoi de cette qui semble vouloir être fort au Québec, même au Canada, là? Mais au Québec, je pense qu'il faut faire attention. C'est peut-être on a toujours voté quand on a lâché les libéraux, là, okay? Parce qu'on votait libéral au Québec tout le temps, peu importe l'élection fédérale. On a voté conservateur une ou deux fois, puis après ça, on s'est mis à voter Bloc, puis là, on a voté Créditis, on a voté Bloc, on a voté NPD. On dirait que les Québécois, ça vote contre. Ouais. Tu sais, on vote
on vote contre, depuis les libéraux, on ne se sent pas bien ou on les amène des candidats ou des partis qui sont là pour leur empêcher de tourner en rond. On dirait que, pour ça, il faut faire attention. Molker, c'est pas nécessairement Molker, je pense, qui gagne au Québec. C'est le fait que les gens au Québec continuent de voter en protestation. Oui, c'est ça. Je pense que c'est cela, OK? Alors, par contre, dans l'Ouest canadien, je pense, oui, dans l'Ouest, c'est en Ontario, peut-être moins en Ontario, parce qu'en Ontario, on a connu ça, des gouvernements social-démocrates, entre guillemets, là, avec rape et tout ça. On sait peut-être à quoi s'attendre. Dans l'Ouest, non seulement qu'on n'a pas ça, mais je pense qu'on ne veut rien savoir. Mais là, il y a un gouvernement néo-démocrate en Alberta depuis cette année. Encore là, moi, je pense que ça, c'est comment ça appelle ça, là, pas une épine, là, mais... une gifle au gouvernement qui était là. Oui, ou encore antérieur. C'est des votes de protestation, je pense, souvent, qui se manifestent. Plus les gouvernements qu'on en élit. Exact. OK? Donc, ça, et bon, peut-être que l'alternative n'était pas les libéraux, mais était les social-démocrates. Je veux dire, regarde, elle se met en application, là, la politique des démocrates en reculant. Ouais. En reculant par rapport à ce qu'ils voulaient mettre de l'avant. Écoute, après autant d'années de conservatisme, c'est ça, mais tu recules sur ça. Puis il y a aussi une autre chose qu'il faut dire, c'est que le système qu'on a qui est clairement, et même j'ajouterais vachement imparfait, fait que tu peux gagner une élection avec 25 % de vote. Ça devient absurde. Mets-toi plus de candidats, puis c'est ça qui t'arrive. Là. Oui, on l'a vu. On l'a vu à Montréal avec Gérald Tremblay la deuxième fois. Il n'y avait même pas 30 % des gens qui voulaient le voir là. Passé pareil. Alors, c'est pour ça que je dis, maintenant, il reste que Molker, oui, il peut être critiqué un petit peu, mais il s'est pris une position plus centriste, donc il s'est rapproché du discours du Parti libéral. On en reparle. OK, et c'est ce qui fait en sorte que fort probablement notre ami M. Justin a plus de difficultés, lui, à perdre. Il est pris dans un étau. C'est ça, son discours a été transféré par... Qui, en passant, vous le savez, était un ancien ministre libéral au Québec. Donc, je pense plus que c'est le phénomène. Il peut peut-être, par sa gauche, être pas critiqué, mais on peut lui demander essaye donc de nous passer quelques-unes de nos idées. Mais lui, je pense que là, actuellement, il s'est mis dans une position pour prendre le pouvoir. OK? Et c'est le discours qui tient. Il va être capable de le tenir jusqu'à la fin? C'est intéressant. Parce que c'est près comme hier sur la question que Radio-Canada amenait avec la répartition de la richesse. Il a évité la question, c'était cinglant. Là, j'en arrive à Justin Trudeau et le Parti libéral, parce que en politique, on sait souvent que les bases militantes, eux, ils sont acquises. Fait que c'est pas eux que tu as à séduire en campagne électorale, c'est le centre mou. Et on sent que par la droite, les conservateurs viennent chercher le centre mou des libéraux, et par la gauche, l'NPD vient chercher le centre mou des libéraux, ce qui fait que le Parti libéral semble squeezer dans sa position très, très centriste. Et puis, comment? Parce est-ce qu'il faut qu'il aille chercher à droite ou à gauche? C'est un peu la question, là. Je pense que là, pour le Parti libéral actuellement, c'est la personnalité du chef. Je suis curieux que ça puisse paraître. Habituellement, je ne suis pas étonnant de ce discours-là, mais c'est la personnalité qui peut leur faire gagner des votes. Parce que, qui peut les en faire perdre aussi, là, mais qui peut les en faire gagner. Trudeau, c'était une superstar, c'est une rockstar là, dans la politique. Là. C'est ça. En 68, là, j'étais très, très jeune et je me souviens de la Trudeau-manie. Écoute, on ne votait pas pour le Parti libéral en 1968-69. On a voté pour Pierre Elliott. Ben oui, il se présentait quelque part. C'était des foules qui se présentaient pour être... Parce qu'il avait amené... Son garçon n'a pas ce même charisme. Non, ça, Par contre, actuellement, je pense qu'il joue, et il joue bien sa cape du jeune homme politique qui peut, entre guillemets, représenter le changement.
OK? Parce que c'est un jeune et on le sait. Les jeunes nous amènent du changement. Or, en même temps, ils portent le nom qui est associé à quelque chose qui... Mais par contre, il faut tenir compte que dans l'électorat, oui, il y a des gens qui ont connu son père, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas connu. Oui, puis son père, les gens l'adoraient ou le détestaient. Exact, un ou l'autre. Oui. C'était un ou l'autre. Pour des bonnes raisons des deux côtés. Exactement, pas nécessairement pour ses idées. Non, c'est ça. Okay. C'est tout qu'un personnage. Ben oui, l'individu était... Maintenant, c'est la carte, je pense qu'il se doit encore de jouer. La carte de Justin Trudeau, oui, comment est-ce que, de par son image, de par sa façon de... Peu importe là, qu'on lui amène, tu vois, regarde, il déclare telle affaire, on le voit à mettre au pouvoir, tu sais, pour Non, s'il le déclare, telle affaire, et s'il maintient ses déclarations, ce qu'il va réussir à convaincre, c'est l'électorat que son idée de changer des choses peut être vraie. Non, puis je veux dire, ceux qui adhèrent au Parti libéral, on l'a vu là, durant Chrétien, durant Trudeau, il y a beaucoup de gens au Canada qui croient à cette mentalité-là, donc qui pourraient revenir au bercail. Oui. Oui. C'est pour ça que je dis... je ne l'ai pas haï à agir de la façon dont il l'a fait depuis le début de la campagne. Il y a une certaine franchise sur certains dossiers, exact, entre autres sur l'équilibre budgétaire. Je te dis, cet élément-là, on dirait, il tient la langue de bois, mais il la tient sans que ça paraisse trop. Ce qu'Harper est plus capable de faire, là, actuellement. Harper tient une langue de bois, mais il la tient. OK? Tandis que l'autre... Harper a dit la même chose depuis 10 ans. Fait que, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est l'usure. OK. Gilles Duceppe et le Bloc québécois, clap de fin? Écoute, ils se le font même dire par des anciens militants, pas par des anciens, par des militants souverainistes. Non, c'est la fin. C'est la fin. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi, le retour de Gilles Duceppe? Ça m'a fait penser un peu à les Nordiques quand il y a eu le retour de Michel Bergeron, comme un sauveur, puis au bout du compte, je sais pas, c'était usé aussi, tu sais. C'est ça. On dirait que... Puis en plus, le discours souverainiste ou indépendantiste au Québec, actuellement, là, OK, il se fait au Québec. Ouais. Il se fait au Québec. Pellado semble avoir pris une forme de leadership quand il a pris la tête du Parti québécois avec ce discours-là. Et là, il est revenu au Québec. Il ne se fait pas. Encore sur la scène. On n'est pas dans les mêmes conditions qu'en 1995 quand on a assisté à la création du Bloc québécois, justement. Ouais. OK? On n'est pas dans cette situation-là. On est dans une situation où il faut refaire le discours indépendantiste ou souverainiste au Québec en indiquant, puis comme Pellado, je ne sais pas si tu voulais qu'on en reparle ailleurs, là, mais on en parle comme Pellado l'a ramené avec son institut là, qui veut remettre, il faut bâtir l'argumentation. Un peu comme les Écossais ont fait. Hein. Ah ouais, c'était moi, pas pour rien qu'il a passé une couple de semaines là avant de se faire lire. Mais c'est ce que le discours, il n'est pas sur la scène fédérale. Alors, tu comprends que Gilles Duceppe, même s'ils maintiennent, il faut garder des intérêts. Les Québécois, là, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont répondu la dernière fois avec ça? Hein? Ils ont dit, la meilleure façon de conserver nos intérêts, là, c'est de voter contre les conservateurs. Donc, on va voter NPD, qui sont déjà là, puis qui ne prendront pas le pouvoir, mais qui vont être capables de gueuler quand ça va être le temps de gueuler. Donc, bing bang. On va faire fort pour la même affaire. Ils ont de l'air, moi, je trouve qu'ils ont de l'air défaitistes dans leur discours quand ils disent on va se concentrer seulement sur tant de circonscriptions, on va. Ben ouais, mais là, tu veux défendre le Québec, c'est partout, là. C'est ça. Puis en plus, c'est quand ta stratégie s'est dévoilée au grand public que ça va pas bien. C'est ce qui s'est passé avec ce phénomène-là. Il n'est pas capable de le relever. Ouais. Okay, c'est fini. On n'est pas dans les mêmes conditions que les années 80. En tout cas, c'est ce que je pense aussi, en fait.
Bon, dans la région, on a vu qu'hier, entre autres, la MRC, Maria Chapdelaine, a fait sa liste d'épicerie, a dit voilà ce qu'on veut, les engagements qu'on tient de notre propos pour notre député, en fait. C'est ça. Mais en ouvrant clairement la porte en disant que M. Denis Lebel avait fait un bon travail puis que ça ferait notre affaire s'il serait encore là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu as la même analyse que moi? Oui, par rapport à la conférence d'hier, ils viennent de... En fait, il y a peut-être un élément qui est intéressant dans le geste, au-delà là, de l'appui entre guillemets à M. Lebel. Au-delà de cela, là, il y a le geste posé par la MRC et peut-être un des premiers gestes entre guillemets, régional ou local dans le cadre de la campagne électorale. Oui, où l'on parle de vrais enjeux. C'est ça, on a mis de l'avant certains enjeux. La question, c'est que si tu as eu l'occasion de couvrir l'actualité de la dernière campagne électorale fédérale, tu as sensiblement les mêmes enjeux qui sont encore là. Donc, il n'y a pas eu réalisation des dossiers. Et, mais c'est ça que ça veut dire. Écoute, le pont Tracel, là, de Beau-Mistassini, là, chez Rivière-Mistassini, là, ça va faire fort probablement 3 campagnes électorales fédérales qu'on fait avec. Il n'est pas plus là. Ben non. Non seulement ça, il n'y a même plus de service de train. Ah ouais. On n'a même plus de service de train dans le coin. Et on recule, là, on n'avance pas trop. Bien, dépendamment de ça, puis on a eu à peu près la même liste d'épiceries qui a été présentée lors de la dernière campagne électorale provinciale. Donc, avec les mêmes... Donc, mais au moins, on les amène, on les amène, on dit, écoutez, ça serait bien que vous vous prononciez dessus. Hey, on a 4 candidats, là, 4 partis politiques. C'est que tu penses qu'ils vont répondre? Ben oui, on vous appuie. On est d'accord avec ça? Ben, on est bien d'accord avec ça. On va faire notre possible pour réaliser on va tout faire. Ben oui, mais là, écoute, c'est ça. Je ne veux pas ridiculiser du tout l'action de la MRC là-dessus. Non, parce que je trouve ça intéressant parce que ça permet de mettre de l'avant, oui, des préoccupations locales ou régionales sur ce qu'un gouvernement fédéral ou provincial devrait avoir à ce temps. Ce que je dis par ailleurs, c'est que l'exercice fait en sorte que ça devient facile pour l'ensemble de tous les candidats de répondre « Ben oui, c'est ce qu'on va faire avec vous autres, on va vous appuyer, votez pour nous autres, mais on va le faire. » Ça, c'est aussi là, la réaction à laquelle on doit savoir. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est lorsque le candidat, il est élu. OK, il y a notre député ou notre député qui est élu, parce que nous, on a une femme à cette élection-ci. Lorsque notre député est élu et que là, tu les rencontres avec la même liste, et tu dis, hey, on fait quoi demain matin pour le réaliser, le pont Tracel? C'est quoi qu'on peut faire? Quelle démarche qu'on peut faire? Et là, ça, par exemple, là, ça devient beaucoup plus prenant. Oui, elle va te répondre, oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle va être obligée de me revenir avec la réponse. Oui, la personne, j'entends, je te dis pas la députée, mais la personne va être obligée de nous revenir avec la réponse qu'elle a obtenue de la part du gouvernement. Et c'est là que son travail doit véritablement commencer. Parce que si on a un non, OK, ou si on a encore un retard, ou si on a encore une étude à nous amener pour retarder la décision, bien là, c'est là qu'il faut que ça se joue, la véritable chose. Mais encore une fois, je ne veux pas, surtout pas, ridiculiser ou rabaisser le geste. Mais non, je trouve qu'ils prennent l'avant, ils sont d'avant, ils proposent des trucs. Moi, il y a ben, je peux comprendre parce que ça fait des années qu'il travaille avec M. Lebel, mais tu sais, donner son appui indu en public, je ne sais pas si c'est le rôle de la MRC. Maintenant, rendu là, ils font les choix qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Maintenant, on est dans le domaine du politique électoral. OK? La politique, oui, c'est ça. Et oui, ils ont travaillé avec M. Lebel depuis 2007. Ah oui. Ça fait quand même pas loin de 10 ans, lui, là, qui est là. Donc, tu connais davantage le politicien, tu sais que tu es capable de travailler avec, qu'est-ce qu'il peut faire pour. Donc, oui, tu peux le dire. Il faut dire une autre chose aussi, c'est que
Je veux dire, ça devient amusant aussi pour les journalistes d'essayer de piéger le politicien et de l'amener sur cette chose-là, alors qu'on sait que, bon, dans l'ensemble du quotidien, quotidien non pas le journal, mais dans l'ensemble du quotidien, oui, on se parle beaucoup là, avec à s'amener, à se connaître, puis à se développer. Donc, c'est dans le sens. OK, ben écoute, on a fait un beau tour, je suis bien content. Je te demanderai pas pour qui tu vas aller voter, je te demanderai ça la prochaine fois que tu vas venir. OK, oui, on va avoir beaucoup de temps. Hein? Oui, il en reste encore en masse. On va passer aux actualités régionales. J'ai vu que tu avais fait un éditorial sur l'intimidation dans les écoles. Eh bien, ouais, un éditorial plus. En fait, ce qui est arrivé, c'est que cet été, à un moment donné, on a reçu le rapport du protecteur de l'élève qui a une responsabilité à faire dans le dossier de l'application sur l'intimidation à l'école. Et il nous disait dans son rapport, je n'ai reçu aucune plainte cette année concernant l'intimidation à l'école. Je voulais savoir comment ça se fait. Et donc, ça veut-tu dire qu'il n'y a plus d'intimidation dans les écoles? C'est fini? Il m'a expliqué que non. Lui, quand ça vient à lui, c'est que l'école n'avait pas réagi et le parent a appelé. Mais il dit ça, il dit j'en ai pas eu. Il dit ça veut donc dire que fort probablement que dans les écoles, on règle assez bien la problématique. La gestion de l'intimidation est meilleure. C'est dans ce sens-là. Alors là, j'ai dit, c'est quoi la vraie réalité? Fait que j'ai appelé pour essayer de voir dans les écoles qu'est-ce qu'il y en était, puis on a-tu des standards. La loi oblige, effectivement, la commission scolaire à publier à chaque année les données qui se rapportent aux plaintes qui ont été adressées dans des diverses écoles en raison et de l'intimidation et de la violence. OK? Alors, il m'envoie la statistique 2013, 2014, 2015, 2014-2015 n'étant pas encore complété. Et là, on m'indique que quelques 375 actes de plainte, ont été rapportés. Ce qui n'est pas tous les actes rapportés au niveau de l'intimidation. Et c'est pour ça que mon entrevue avec Danny Dufour de l'École secondaire des Chutes nous révèle que, oui, il dit, j'ai pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un, où on ne reçoit pas un événement qui leur est rapporté. Ce n'est pas toujours soit l'intimidation, ça peut être qu'une chicane de jeunes, là. Je te dis pas, je veux pas minimiser cette action-là, mais la chicane n'est pas de l'intimidation en soi, n'est pas non plus un acte de violence en soi. Donc, elle n'entre pas, elle, dans les statistiques, mais il y a quand même, à tous les semaines, des événements qui leur sont rapportés. Et quand, là, c'est quoi l'intervention? Et on se souviendra qu'en 2009, si ma mémoire m'est fidèle, l'École secondaire des Chutes mettait de l'avant son projet ambassadeur. Et là, on est avant la loi 58 qui a obligé les écoles à intervenir pour l'intimidation. Et déjà, ils avaient mis, eux autres, de l'avant cette chose-là. Et le programme s'avère quelque chose de très intéressant parce qu'il permet, justement, de connaître les événements. Et quand tu connais les événements, de pouvoir intervenir et de régler le problème. C'est pour ça que quand on voit, 375, hey, tabarouette, il y en a pas mal, là, des... Ouais. Mais plus, s'il y en avait 500, là, ça voudrait dire qu'on est encore plus efficace. Parce qu'on a réussi à régler les 500 cas et donc tous les cas qui peuvent être rapportés sont réglés sans Puis tous les cas qui sont rapportés ne sont pas nécessairement tous des cas importants d'intimidation. Non, mais ils relèvent soit de l'intimidation ou soit de la violence, entre autres les 375. Hein? Okay. Ils relèvent. Et ce qui est important de voir, et ça, c'est reconnu à l'échelle du Québec, c'est que les statistiques nous indiquent que la classe d'âge des jeunes où l'intimidation se pratique le plus, c'est entre 11 et 14 ans. On aurait dû le dire qu'à l'École secondaire des Chutes, on retrouve là, et au niveau du primaire. Et c'est là qu'on a retrouvé le plus de plaintes. On retrouve le plus de plaintes au niveau de l'intimidation, OK? Au niveau du primaire, ça se retrouve environ vers la 6e année. OK? Où là, tu as le plus d'actes d'intimidation qui peuvent se pratiquer. Alors, ça permet d'intervenir et de concentrer et de régler le problème. Puis qu'est-ce que tu
Parce que, tu sais, il y a un discours là-dedans où on dit, bon, là, à un moment donné, là, on exagère, on va trop loin. Les petits gars, il faut que ça se bataille, puis il faut que ça se tiraille, puis c'est bien normal, puis on va trop loin. Est-ce qu'on va trop loin ou au contraire, on est mieux de prévenir? Moi, je pense plus que c'est en termes de prévention. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je dis dans mon éditorial, oui, comme parents, on a un rôle à jouer. Quand notre enfant nous fait peur d'un acte d'intimidation, puis qu'on y répond, hey, OK, tu sacres un coup de poing, lui aussi, puis tu vas le régler, ton trouble, hein? Ben, défends-toi un peu, là. Ben, au lieu de. Moi, ce que je dis, c'est qu'on contribue davantage à avoir encore des actes d'intimidation. Je pense que quand ton enfant te fait part d'événements comme ça, compte tenu du succès, entre guillemets, qu'on peut avoir avec les interventions qui sont faites, entre autres par le parent ambassadeur ou dans les écoles, bon, on a peut-être avantage, effectivement, nous aussi, à soumettre à l'école. Bon, ben écoutez, mon jeune, là, d'après ce que je vois, il se fait intimider. Est-ce que vous pouvez aussi intervenir? Et il se doit d'intervenir. Il y a une obligation légale de la part de l'institution à intervenir là-dessus. Alors, c'est un peu ça. Puis on est au début de l'année scolaire, donc c'est un peu pour ça que je m'étais dit, bon, ben ça représente fort probablement un thème, parce que comme parents, on est tous interpellés aussi par ces actes-là, parce que c'est comme un dit. Faites-vous pas marquer la tête, faites-vous pas marquer la tête. C'est le discours on l'a tous fait, soit directement ou indirectement. On le fait quand même toujours, mais je pense qu'on a peut-être à regarder, parce que il y a des conséquences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, chez des jeunes qui se font intimider, et même chez ceux qui intimident. Exactement. L'intimidateur aussi, il n'est pas toujours d'origine d'un milieu, entre guillemets, défavorisé, là, l'intimidateur. Là. Non. Tu sais, c'est un comportement humain où on cherche à dominer l'autre. C'est comme Danny disait, Danny Dufour disait, il dit, écoute, il dit, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Puis d'y intimider, là, ça fait partie Par contre, c'est un comportement social qui n'est pas acceptable parce qu'on a des conséquences à cela qui sont beaucoup plus graves. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis, il ne faut pas minimiser la chose. Par contre, il faut savoir qu'on peut intervenir et que l'intervention fait en sorte qu'on peut régler la problématique dans 90% des cas. Ben, moi, je dis... chapeau bing bang. Tant mieux, parce que moi, je dois l'avouer, j'ai été intimidé et j'ai aussi intimidé. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est un cercle. Bon, c'est pas des grosses affaires, mais j'ai des souvenirs, je me dis, aujourd'hui, ça passerait plus, mais à l'époque, c'était comme pas normal. C'est correct aussi là, d'évoluer. Oui. OK, les enseignants, puis les moyens de pression qu'ils mettent. Bon, tout qu'un... Moi, là, je suis un peu biaisé. Je suis aussi enseignant, donc je prendrai pas... en tout cas, je donnerai pas mon opinion, à part pour dire que je trouve ça triste que dans la société, autant dans les gouvernements provinciaux, fédéraux, mais dans la société, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne valorisent plus l'éducation, comme si ça faisait notre affaire qu'on ait une société... Et pas juste l'éducation. On ne valorise plus le métier et le travail de l'enseignant et de l'enseignant. Oui. Et c'est peut-être plus là qu'on a encore... Tu sais, c'est beau parler de coupure, puis de compression, puis tout ça, mais les coupures et les compressions ont un effet sur ta façon de donner ton travail. Alors, si ton travail, tu ne peux pas le donner adéquatement, donc on tombe sur la tête parce qu'on dit que tu n'es plus un bon prof ou tu n'es plus une bonne enseignante, on rentre dans ce cercle vicieux-là. Alors, moi, je me dis, c'est sûr que là, bon, on est en négociation de convention collective. Il y a beaucoup de points à régler, que ce soit salarial ou, comme on dit, au niveau du normatif. Tous ces points-là, quand ça avance pas et quand ça ne veut pas avancer, oui, il faut s'attendre à ce que il y a des grèves ou des mouvements de pression se fassent. Je pense que ce qu'on peut s'attendre, c'est ce que la directrice la présidente du syndicat me disait, c'est que oui, bon, d'ici la fin du mois de septembre, il va y avoir un ensemble d'assemblée générale pour décréter si on s'en va, parce que c'est permis de le faire, si on s'en va en grève. Et si on s'en va en grève, oui, on pourrait assister
au cours du mois d'octobre et de novembre à ce qu'on appelle des grèves rotatives, c'est-à-dire que telle école. Tu sais comment ça va finir, là. On est dans une logique depuis trop d'années et c'est super triste de confrontation. On voit que les concessionnaires automobiles, là, on fait croire qu'on veut négocier, mais personne ne veut négocier. Personne veut, tu sais, t'asseoir à une table pour négocier, mais dire non, c'est ça ou c'est rien d'autre, je ne fais pas de compromis, tu négocies pas. Moi, je trouve ça triste. On est en logique de confrontation. Ça va finir avec une loi spéciale. Tout le monde va être amer et aigri de ça. C'est triste qu'on soit rendu là parce qu'on valorisait le métier d'enseignant, mais l'éducation, je trouve que... Oui, mais il y a aussi le fait de se dire, tu dis c'est triste qu'on soit rendu là. Et je te rappellerai, probablement que tu devais être au couche à ce moment-là, mais je te rappellerai les années 70, quand on a eu toutes les grosses grèves du Front commun et toutes ces choses-là. En fait, ce à quoi on assiste actuellement, c'est aussi à ce même genre d'affrontement-là. Oui. Ce n'est pas nouveau comme affrontement. Il est à déplorer effectivement que ça se passe, mais tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas se trouver la meilleure façon de dire, bon, ben écoute, oui, je laisse du lest sur cette demande-là, j'en laisse pour pouvoir être en mesure. Donc, on n'embarquera pas dans un processus de négociation. Il faut qu'on embarque dans un processus de négociation pour régler les problématiques. Et malheureusement, les moyens utilisés qui recourent, que ce soit aux employés ou que ce soit les types de gouvernement qu'on a depuis quelques années aussi rendent ça difficile. Oui, en fait, c'est parce qu'ils nous ont dit, bon, ben, écoute, ça coûte trop cher. Avec comme ça coûte trop cher, tu coupes, puis comme tu coupes, veut dire quand le service ne marche pas, puis après ça, l'affaire la plus facile, c'est de privatiser. Et voilà. Et non seulement ça, c'est aussi de faire en sorte qu'on revient à la bonne vieille tendance centralisatrice. Je te donnerai juste l'exemple, regarde ce qui se passe dans le domaine de la santé. Là. Ah oui. Okay? Je sais qu'on a sorti une histoire cet été, de quelqu'un qui a dû aller prendre une prise de sang à Chicoutimi, puis pour une opération, alors que la prise de sang aurait très bien pu se faire ici à Dolbeau, puis résultat, partir via les ondes. Ouais. Tu peux consulter. Ça, là, aussi, ça relève des négociations et des compressions où est-ce que, tu sais, demain matin, les services de proximité, c'est aussi un enjeu sur lequel il va falloir que les gouvernements nous disent exactement leur façon de penser. Au moment où on se parle, là, on n'est plus sur des services de proximité. Tu as le même phénomène avec, on va enlever des professionnels pour aider dans les écoles, OK? Puis on dit aux parents, allez au privé. Exactement. Donc, ce que tu fais, c'est que tu enlèves des services de proximité. Ça coûte plus cher à tout le monde. Oui, en bout de piste, il y en a toujours un qui paye. Mais on le voit clairement avec le gouvernement qu'on a au provincial en ce moment. L'objectif premier, c'est de privatiser la plus grande partie de ce qui est public, en fait. Là. Moi, je n'irais pas jusque-là. Moi, je viens d'y aller. Moi, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais il y a effectivement une volonté de faire en sorte que l'État se retire de plus en plus de certains services. De la pratique de... Or, et au bout du compte, on va nous dire on va baisser vos impôts. Fait que là, tout le monde va avoir 500-600$ de plus dans ses poches, mais le coût de la vie va être 2-3 000$ de plus. Fait qu'au bout du compte, tout le monde est perdant. C'est exactement ça. Il y a toujours le même qui paye. C'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Bon, hey, on peut recycler le styromousse. Oui, j'ai vu ça. Ça fait des années qu'on en parle, en fait. Oui, la RMR. On est une des premiers endroits au Québec. Semblerait-il. Ouais, j'ai vu ça, c'est mon confrère allemand qui a sorti ça. La RMR se met là-dessus pour pouvoir être en mesure de... Ouais, c'est sûr que ça prend du temps à se détériorer dans l'environnement, ça. Plus que tu vas être capable de faire un recyclage avec, moins peut-être va avoir de pétrole ailleurs. C'est dur à enfouir aussi parce que ça prend beaucoup d'espace puis c'est hyper léger. Fait que, En tout cas, bravo, belle initiative. Fait que à partir de maintenant, on peut recycler notre styromousse. Eh oui, c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Il faut qu'il y en ait aussi. C'est rare. C'est pas intéressant de parler de...
Hey, le Fonds ressources de la MRC Maria Chapdelaine qui subventionne des projets. Entre autres, je voulais t'en parler parce que tout a été longtemps associé au Grand Jardin de Normandin. Et puis, on va donner de l'argent, entre autres, à une étude de marché pour relancer les Grands Jardins. Oui, pour finaliser l'étude. En fait, c'est un projet qui date maintenant de 2-3 ans, je pense, là, où l'Unumembra qu'on veut mettre de l'avant. L'idée est plaisante à voir, hein? C'est-à-dire que oui, tu vas mettre de l'avant tant sur le web que sur l'écrit des histoires qui s'intéressent à des gens et on va inviter après ça un endroit, un site où on va pouvoir retrouver une forme de mise en scène qui va amener la créativité des gens. Le projet est plaisant à entendre, à voir. Moi, c'est le type de projet que j'aime bien. Moi, je maintiens que dans l'économie, qu'elle soit dans l'économie moderne ou dans l'économie... La créativité, là. L'innovation. L'innovation et la créativité, là, c'est une source de richesse. Et sais-tu qui l'a? Tous nous autres, individuellement, on a tous des éléments. Alors, c'est ce qui va faire déplacer les gens aussi de l'extérieur. Exact. C'est quand donc, tu deviens un élément attractif pour pouvoir être en mesure de le faire. Et ce que ça permet de faire en sorte, c'est que, moi, dans le temps, une des problématiques avec lesquelles on était confrontés, disait « Hey, tu sais, des jardins, là, ça n'intéresse pas bien Hunt, hein? » Et là, on vient d'amener la jeunesse. Oui. C'est pas qui parle de jeunesse, parle de famille. Exact. Donc, tu amènes la possibilité d'élargir ta clientèle peut-être. Est-ce que ça va être ça qui va être? Parce que là, le projet, comme me le disait M. le maire Fortin de Normandin, il dit, écoute, on se donne encore là, 1 an pour vérifier l'intérêt des jeunes et des gens et des adultes aussi au projet de l'Unumembra, c'est-à-dire à l'idée, au concept, puis à tout ça. Et là, il se présente dans les différents salons du livre, entre autres, pour pouvoir être en mesure d'obtenir des réactions, pour voir si ça peut fonctionner. Si ça fonctionne, oui, ça va amener, là, le comité au niveau des Grands Jardins, à mettre de l'avant un projet plus spécifique, donc qui va être en relation avec l'Unumembra, mais qui va permettre de pouvoir relancer, de réouvrir le site des Grands Jardins. Ça s'appellera peut-être pas les Grands Jardins, ça va peut-être s'appeler l'Unumembra ou je ne sais pas trop quoi, mais ça va permettre peut-être effectivement de relancer quand même un investissement et un équipement. Oui, puis est-ce qu'on va encore demander aux municipalités MRC un peu, parce qu'on veut que ces projets-là perdurent. Je trouve que c'est un beau projet, mais je ne voudrais pas qu'ils se perdent de l'argent comme il s'en est peut-être perdu avec la route des Mille Ministres. Exact. Et c'est pour ça qu'au niveau de Normandin, on me disait, écoute, avant qu'on aille encore plus loin, on veut s'assurer et que les méthodes qui existent aujourd'hui nous permettent de pouvoir quantifier une réponse éventuelle à un tel projet. Alors, c'est pour ça qu'ils ont réinvesti et qu'ils investissent. D'ailleurs, je pense que, de mémoire, là, M. le maire m'a parlé, je pense, de 180 000 l'étude qu'ils font actuellement. La ville de Normandin met elle-même 12 500 dans l'affaire. Les promoteurs et le fonds met... C'est qui est promoteur de ça? C'est une maison d'édition Hacké plus 3 je me souviens pas, là, mais c'est une maison d'édition, la maison d'édition qui publie les volumes, de même que les 3 auteurs de cette histoire-là, qui sont aussi... Il y a un des auteurs qui est européen, qui est français. Or, l'étude qu'ils sont en train de réaliser va aussi aller au-delà, va se présenter aussi en Europe pour voir l'intérêt des gens. Donc, tu comprends que si tu recrées l'Unumembra ici, ton touriste français ou extérieur ou belge va faire en sorte peut venir voir et peut devenir... Donc, tu comprends, c'est dans tout ça là, que ça s'inscrit. Bon, mais c'est génial tout ça. Les commissaires, tu sais pas si tu as vu ça, les commissaires qui ont renoncé à une augmentation de leur salaire. À Jonquière, ça, je pense. À Jonquière, ça veut dire qu'il y avait, c'était déjà prévu une augmentation de, je pense, 2,5-3 %. Puis on décide de ne pas la prendre, puis en disant, nous, on va montrer l'exemple, puis on ne prendra pas cette... Bon,
trop peu trop tard. Certains diront peut-être qu'ils vont réinvestir ça dans l'aide aux étudiants, ce qui est en soi, là, c'est très bon. Mais est-ce qu'on n'aurait pas à apprendre de ça? On voit les primes de départ. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je veux dire, il y a des moyens de trouver de l'argent en dehors que de couper au service aux étudiants. Oui, il reste que ce genre d'action ou de politique-là, ça a aussi comme effet de déresponsabiliser le payeur, c'est-à-dire le gouvernement du Québec. OK? Oui. Moi, je pense que ça a aussi cet élément-là de faire en sorte, regarde, on nous en donne là, de l'argent là-dessus, on nous le donnait pour telle affaire. Bon, mais là, ils nous ont coupé là-dedans. Donc, on va prendre l'argent de ça, puis on va le mettre là. Le gouvernement est bien content. Ben oui, alors. Regarde, ils nous prouvent qu'ils sont capables de s'organiser. C'est plein ça. Alors, moi, c'est un peu la crainte que j'ai. Tu sais, c'est la même chose que de dire sur la problématique des prises de sang. Là. Des fois, ça peut peut-être être obligé que tu sois à Chicoutimi pour faire la prise de sang. Quand tu me dis ça, là, ce que tu me dis, c'est que tout ce que j'ai comme équipement personnel ici, là, OK, ils sont pas capables de répondre à une demande qui est d'une prise de sang. Ça marche pas, là, ça. Là, c'est qui a payé, en fin de compte? C'est la personne qui a dû prendre toute sa journée pour aller prendre une prise de sang qui a duré très exactement 5 minutes. Ouais. Hey, merci Jules d'avoir été des nôtres. On a déjà fait le tour. J'avais plein d'autres sujets, mais on n'a pas le temps. Écoute, ça va trop vite, on explore. Qu'est-ce qui est à surveiller cette semaine? On a, je sais qu'à Normand, entre autres, à Normandie, on fait l'inauguration d'un parc intergénérationnel. Oh. C'est un projet qui date quand même de quelques années, mais c'est pas grave. Ça permet de faire en sorte que on a une réalisation qui permet, oui, c'est un parc municipal, oui, c'est un équipement de détente ou même identitaire, ça peut, mais il reste qu'il y a cet événement-là. Et il y a quand même aussi, au niveau de la campagne électorale, mais il faut quand même toujours la suivre. Hein, on s'en garde. De voir ce qu'il y a. Hey, merci d'avoir été des nôtres. Je vous relance ma célèbre question. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de nos opinions, de ce qui s'est dit ici, de nos sujets? Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous voulez venir en ondes, partager votre opinion, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire à tvldm9@videotron.ca. Et si vous voulez revoir l'émission, d'autres émissions, ce qu'on fait, donnez vos commentaires, vous pouvez aussi aller sur Facebook à notre page TVLDM9. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres, puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Qu'en pensez-vous? Au revoir.